tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 5 février au moment où je tourne cette vidéo. Je voulais revenir sur quelques petits sujets par rapport aux prises de notes de ce dont j'ai à vous parler. Je vous avais mis dans les révisions, c'est la révision 15 en principe, la vidéo sur l'arnaque financière, si je me souviens bien, ou c'était peut-être avant, la 13, je sais plus trop. À vous d'aller regarder, il y avait la vidéo sur l'arnaque financière et quand vous l'avez regardée, vous avez retenu que vous n'auriez pas su et vous seriez tombé dans le piège. C'est bien pour ça que j'ai tourné cette vidéo, c'est pour mettre en garde sur ce type d'arnaque financière. Après, le fait que vous auriez paniqué, moi-même j'ai paniqué, hein. J'ai paniqué, hein. Il me semblait, d'ailleurs de souvenir, il me semble l'avoir raconté dans la vidéo, ouais. J'ai paniqué, hein. Vous savez, quand on vous dit qu'on vient de vous pirater 15 000 € sur votre compte en banque et qu'il y a peut-être encore plus qu'on vous retire sur vos différents comptes, vous rigolez pas spécialement. Il faut toujours regarder à quel moment la panique monte en pic. Hein. Moi, c'est quand on a dit qu'on avait été chercher l'argent sur le compte de mes enfants. Je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est mon point faible, les enfants. Donc, inévitablement, ça a mis un peu ma panique. Mais vous savez, sur la montagne, on va toujours venir vous titiller sur garder une capacité d'analyse, même quand votre émotionnel est compliqué. Quand vous êtes fatigué, quand vous avez des problèmes, plus vous allez monter la montagne, plus l'entraînement, on vous teste dans toutes les situations. Et c'est comme c'est arrivé progressivement que vous arrivez à un moment dans cette capacité à avoir une capacité d'analyse, même quand c'est compliqué. Mais mon émotionnel était quand même en panique. Hein. Bah oui, inévitablement, je ne suis pas une machine. Voilà. Hein. Après, c'est sûr que peut-être ma panique arrive, il faut me pousser plus loin pour que maintenant j'arrive à une panique peut-être par rapport à vous. Oui, les guides confirment, mais il y a toujours une situation, eux-mêmes me testent pour voir à quel niveau je commence à paniquer. Hein. Voilà. On me demande de vous parler surtout dans cette vidéo d'une notion importante qui est reliée à la phrase « Le jour où nous aurons compris que la différence n'est que complémentarité, nous aurons enfin compris que la différence est richesse. » Vous allez devoir apprendre à arrêter de voir la différence de votre jumeau comme une malédiction. Vous vous êtes incarné, l'un avec du yin, l'autre avec du yang, avec des peurs du manque différentes, mais c'est pas si problématique que ça. Ce que vous diabolisez dans cette différence, j'essaye j'ai mon idée dans la tête et c'est compliqué de la mettre avec des mots. Quand vous n'avez pas travaillé sur vous, vous avez une tendance à penser que ma façon de fonctionner est l'idéal, c'est que pour une partie des gens, c'est pour les gens qui ont un excès de confiance. Quand vous avez un excès de confiance, vous allez vous dire ma façon de fonctionner est idéale, il est important que je change les gens autour de moi pour qu'ils me ressemblent et qu'ils deviennent mes clones. Car ma façon de fonctionner, c'est le modèle, c'est la référence, c'est topissime, c'est génial, tout le monde doit faire comme moi, c'est ma façon de fonctionner. Voilà, c'est un peu le côté excès de confiance, le melon. Donc, d'une façon ou d'une autre, vous allez développer des mécanismes de fourberie pour faire changer les autres pour qu'ils vous ressemblent. Vous allez devenir un peu moralisateur, vous allez prêcher la bonne parole pour que tout le monde fonctionne comme vous,
dans vos mécanismes contrôlants pour que les autres vous ressemblent. Parce que votre façon de fonctionner, c'est l'idéal. Par contre, c'est pas très riche. Parce que si, admettons que vous ayez réussi à modifier l'autre, à la fin, vous allez être deux personnes identiques dans votre couple. Mais je vois pas où est la richesse de votre couple. Moi, je trouve que ce qui fait la richesse, c'est d'être différent. Je suis peut-être naïve, j'en sais rien. Je trouve que ce qui est bien, c'est d'être différent. Parce que si moi, ma névrose, c'est la peur du manque de tel truc, et toi, c'est la peur du manque de machin, dans des situations toutes bêtes comme même vos projets de vie, vos projets de voyage, vos projets d'achat maison, vos projets de n'importe quoi, vous allez être complémentaires et ce à quoi moi, j'ai pas tendance à penser à ça en priorité, toi, si tu as cette capacité de communiquer, tu vas, toi, venir m'apporter cet angle de vue et on est complémentaires à nous deux. On pense tellement à plein de choses que, waouh, quelle sécurité! Alors que si vous êtes que deux clones qui pensent qu'à un panel de choses différents, un panel de choses, enfin le même panel de choses, bah, il y a quand même toute une partie de choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Et là, il y a beaucoup plus de sources de danger et de déséquilibre dans votre façon de gérer votre vie, votre éducation de vos enfants, vos projets de vie, vos projets financiers, votre avenir, n'importe quoi. Moi, je trouve qu'un travail d'équipe est beaucoup plus efficace quand on est différent. Quand vous recrutez une équipe, imaginons que vous ayez besoin de monter une entreprise et recruter une équipe. Vous n'allez pas chercher à avoir que des gens identiques. Vous allez chercher à avoir des gens complémentaires parce qu'un tel, il pense à ça, l'autre, son petit truc, c'est ça. Et tout réuni. Waouh, quelle richesse! Je sais pas, moi, c'est ma logique. Et c'est par la communication de « Ah ouais, toi, tu penses à ça? Ah tiens, c'est intéressant. Moi, j'aurais plutôt... Ah ouais. » Bah, en fait, c'est comme ça que vous arrivez à la nuance de gris. En prenant, en s'inspirant, en prenant tout en compte. Donc quand vous voulez, dans vos mécanismes contrôlants, chercher à gommer ce que l'autre a différent de vous, je trouve pas ça spécialement ok en fait. Vous gommez de la richesse, c'est le meilleur moyen d'aller foncer droit dans le mur. Et les choses sont bien faites, c'est que justement pour atteindre cet équilibre, vous garderez, vous allez quand même beaucoup travailler votre peur du manque, mais vous garderez quand même un petit peu ce petit truc qui fera partie de vous, voyez. Par exemple, on vous prend tous les deux en tant que parents. Bon, le fait qu'il y en a un qui est très axé plus sur l'émotionnel, voilà, la pédagogie, voilà, la sensibilité, et que l'autre il est plutôt axé sur la sécurité financière, etc., à vous deux, vous apportez quelque chose de solide à vos enfants. Bah ouais, parce qu'il y a tout. Et celui qui pense un peu trop à l'émotionnel, bah, il s'inspire de l'autre à dire « Ouais, tu fais bien de me dire qu'on doit penser à ça, t'as raison, on va l'intégrer. » Et puis inversement. Et vous devez apprendre à être dans le « et », le « et puis », et-e-t, et arrêter d'être dans le « ou » en fait. Donc, vos peurs du manque sont toujours complémentaires, oui. Le but, c'est qu'à la fin, vous allez travailler vos peurs du manque, mais il restera quand même un petit truc qui fera que ça maintiendra l'équilibre. Et je ne sais pas pourquoi, vous diabolisez la différence. Ça vous vient d'où? Essayez de savoir qui a diabolisé la différence autour de vous, qui vous a mis cette programmation dans votre tête,
Parce que pour moi, c'est le meilleur moyen d'atteindre la nuance de gris. Et même si vous observez les névroses de vos parents, leur propre peur du manque, à un moment, vous allez fonctionner selon vos valeurs, mais vous allez garder en tête quand même il faut quand même penser aussi à ça. Donc on est toujours dans le EET, dans le fait de, si vous le faites correctement, mélanger l'ancien au nouveau, parce que c'est cette multiplicité qui fait qu'on est plus prudent dans la vie, on fonctionne avec des projets avec le EET, et on n'est pas... vous n'êtes pas que en train de prévoir votre vie que sur une notion de plaisir sans sécurité d'argent, vous êtes et sécurité et plaisir. Et c'est pas que du plaisir ou que de la sécurité. Donc en fait, le fait de vous inspirer de petits trucs, vous prenez un peu votre truc et vous faites une tambouille équilibrée. Et le but, c'est ça en fait. Celui qui a un manque de confiance, ça sera plus facile pour lui d'atteindre ça, cette compréhension-là. Pourquoi? Parce que justement, si on reprend mon exemple de moi, qui est un manque de confiance, dans le manque de confiance, on a conscience qu'on a des failles. Et comme on a une conscience qu'on a des failles, on ne cherche pas trop à ce que l'autre nous ressemble. On admire ce qui est différent de nous. C'est différent. On dénigre pas ce qui est différent de nous, on l'admire. Et de ce fait-là, on a envie de s'inspirer de ça, en fait, d'être un peu plus ça. On ne cherche pas à éteindre les autres. On les regarde, waouh! Ah, ça j'aime bien, je vais m'en inspirer. On ne cherche pas à les éteindre. C'est différent. Vous comprenez pourquoi en janvier, il fallait quand même travailler sur l'excès de confiance, parce que dans l'excès de confiance, vous allez développer un côté un peu à vouloir éteindre la différence chez les autres, parfois même chez vos enfants, pour qu'ils soient à votre image. Vous devenez des papillons de nuit, en fait. Ça ne change rien que en thérapie, en coaching, on va vous demander de travailler vos parts égotiques. Mais les parts égotiques, c'est l'ego blessé des blessures. Et dans l'ego blessé des blessures, on a des comportements toxiques. Et ça, c'est pas permis, c'est pas autorisé. C'est pas ça votre personnalité. Hein. N'allez pas croire que votre personnalité, c'est des comportements égotiques, toxiques envers les autres. Ça veut dire que vous êtes un pervers narcissique. Ben, j'espère pas pour vous. Hein. Ça veut dire que vous êtes une FJ perdue. Donc, mélangez pas tout et mettez les choses bien dans leur contexte. C'est pas évident parce que moi, j'ai pas cet esprit rigide et parfois, je dois venir expliquer des choses qui me paraissent des bases élémentaires que j'évoque donc pas ou que j'évoque dans mes coachings. Mais quand on me dit il va falloir que tu en parles en vidéo, ben quand même. Bah oui, parce que le rigide, lui, il comprend pas les choses comme ça. Lui, il part dans des extrêmes. Ce qui me paraît évident à moi sans rigidité n'est pas du tout évident chez un rigide. Donc parfois, moi, il y a des choses, je rentre pas dans ce niveau de détail-là parce que ça me paraît élémentaire, mais si, on me demande de vous en parler. Donc en fait, c'est intéressant d'avoir beaucoup de rigides en coaching parce que je prends des notes sur « Ah merde, il faut que je parle de ça. Ouais, parle-en en vidéo. Ah d'accord. » Voilà. Ensuite, il y avait une vidéo révision où... j'essaie de me rappeler le titre de la vidéo. Je sais plus si c'est... la vidéo... sur le portail du rigide, ou si c'est la vidéo sur l'hypocrisie et la peur du manque. Ce serait la vidéo sur la peur du manque, l'hypocrisie? D'accord. Dedans, j'exprimais que je ne regardais plus les infos parce que les infos sont trop violentes et dans l'exercice de la balance, avoir une information avec la blinde de souffrance, non, 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 ça m'apporte rien, d'accord? Donc, en fonction de ma sensibilité, j'arrive à être, voilà, à jauger les choses.
j'avais expliqué dans la vidéo de l'incendie que j'avais été extrêmement choquée. Et ce qui m'avait beaucoup torturée pendant des jours, c'est d'avoir vu l'image passer aux infos, on les voit sortir les corps des fenêtres. Je me suis dit, ils n'ont aucune pédagogie, ils n'ont aucune sensibilité. Ils font des actions sans sensibilité. C'est que du yang sans sensibilité. Ils ne sont pas connectés au cœur. C'est une violence extrême, c'est de la violence invisible. Voilà. Moi, la violence invisible ne m'intéresse pas. J'ai connu ça les 3/4 de ma vie. C'est bon, j'en suis sortie, ça ne m'intéresse pas. Ceci dit, souvent, beaucoup de journalistes sont des rigides. Un peu des justiciers de l'information. Ils ont une cape dorée où ils doivent faire véhiculer l'information. Voilà, la liberté d'expression. Voilà, ils ont une mission à accomplir. Et ils partent dans un extrémisme. Les il faut, je dois, sans émotion. J'en parlais avec une amie qui me dit « Quelle horreur, c'est clair !» Et l'amie me disait « Ce week-end, je comprends que ça t'ait choqué. » Elle dit « Mais franchement, les journalistes, ils sont vachement comme ça. » Et je me suis dit « Bah, c'est vrai, en fait. Je m'en étais pas rendu compte à ce point-là. Parce que j'ai du mal à généraliser, à mettre tout le monde dans le même panier, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens comme ça dans ce corps de métier, en fait. J'espère que ça changera la tendance. Il faudrait que les journalistes montent leur montagne pour être quand même dans une connexion au cœur et pas partir dans ce type d'extrémisme. Et c'est là où j'ai fait référence que justement, dans les mêmes jours, la même période, j'avais eu... j'avais entendu aux informations que lorsqu'il y a eu les obsèques de Jean-Marie Le Pen, les journalistes, il y avait un journaliste qui s'était quand même introduit dans l'église alors qu'on avait dit la messe, c'est à huis clos, on ne veut pas, voilà. On veut intime. Ça arrive plein de souvent que des personnes célèbres disent l'enterrement se fera dans l'intimité. Et bien il y a un journaliste qui a décidé que non, lui il irait quand même, et lui il a forcé les trucs. Mais souvent c'est pour du fric, ça, c'est pour vendre après les photos. Il n'y a plus de limite en fait. On respecte même plus les trucs. Et c'est pas parce que c'est Jean-Marie Le Pen, parce que vous savez que j'en ai rien à foutre et je me suis déjà exprimée sur le sujet. Mais même, c'est par rapport à la famille, c'est pas par rapport à lui. C'est pas parce que vous êtes devenu... Il y a plein de personnes célèbres qui veulent que ce moment-là, il n'y ait pas de journaliste, il n'y ait personne. C'est on veut le vivre en intimité. Et ils ont ce droit-là. Ceux qui veulent le vivre et faire participer, voilà. Mais ceux qui n'ont pas envie, il faut respecter. Mais les gens sont dans un extrémisme, ils prennent tous les droits parce que, oui, mais c'est la liberté d'expression. Putain, mais en fait, c'est eux qui deviennent tyranniques, en fait. J'ai du mal à comprendre, en fait, ce genre de choses. Imaginez que vous-même, vous seriez, ou vos parents seraient connus. Est-ce que vous aimeriez que vous n'ayez plus aucun droit, plus aucun libre arbitre? Si, vous avez quand même envie d'en avoir un peu, quand même. Faut quand même pas déconner. Ça m'a choquée. Et en fait, voilà, je ne sais pas pourquoi il fallait que je vous parle des journalistes ou de ce genre de métier où il n'y a plus de connexion. Il faut quand même rester dans une nuance de gris, quoi. On m'a demandé de vous parler des runners qui sont... Il y a beaucoup de runners qui, à un moment dans leur parcours de vie, sont en surkiff de leur belle famille. Les runners ont eu un type de cellule familiale, puis vont rencontrer une nénette, Karmika, et chez Karmika, la famille, elle est autrement. Et il se dit, waouh, ça c'est génial. Et c'est un peu comme si ça faisait la famille du cœur, la famille love bombing, love bombing, love bombing, love bombing. Et c'est très orchestré sur le parcours des runners. Pourquoi? Parce que le runner va souvent se mettre en couple, en partenariat avec Karmika, mais pas pour les bonnes raisons. Pas parce qu'il aime la nana.
Mais parce que, ouais, j'aime bien ton père. Ouais, j'aime bien ta famille, là, c'est plutôt cool, c'est plus cool que chez moi. Et son lampadaire, ça va être le lampadaire extérieur. Et on va lui faire travailler tout cet émotionnel que il est quand même un petit peu en train d'utiliser quelqu'un, et ça c'est de la fourberie, pour obtenir une cellule familiale plus sympa. C'est-à-dire, bah moi comme j'ai envie de ça, toi je vais t'utiliser, t'es le pion qui va me servir pour réussir à avoir un truc plus sympa que moi. Et souvent, il va rester accroché à son lampadaire que non, mais j'ai pas le choix, je peux pas quitter. Ben non, j'ai peur, la peur du manque. J'ai peur de perdre mon lampadaire. J'ai peur de perdre ça. Comment vont se passer les fêtes de famille sans ça? Comment vont se passer mes vacances à la Baule sans ça? Et en fait, souvent le runner, ça fait partie du truc qui pèse dans la balance que il est emprisonné, il a peur de perdre et de manquer, peur de manquer de cette cellule familiale qui le stabilise. Sauf que c'est quelque chose qui se retournera toujours contre lui. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, ça va devenir un environnement toxique. Il va commencer à ouvrir les yeux que cet environnement l'a influencé dans sa façon d'être, qu'il n'arrive même plus à prendre sa place. C'est comme s'il était dans une autre secte, et que cette secte a trop de place chez lui, dans son couple, vis-à-vis de ses parents. Il va se rendre compte que, waouh, dedans il y a des tarentules, c'est très fourbe, ça utilise d'autres mécanismes que dans ma famille. Je me suis fait love bomber par ça, mais en fait, c'est toxique autrement. C'est toxique d'une façon que je connaissais pas. Et je l'ai pas vu. Bah non, puisque c'était ce que je connaissais pas. Et je me suis laissé mettre de la paillette aux yeux. Et à un moment, il va subir ça de plein fouet. Ça, je l'avais déjà expliqué dans beaucoup de vidéos. Mais j'ai des gens en parcours qui conscientisent ça aujourd'hui. Et on me demandait de refaire ce rappel en vidéo. C'est quelque chose qu'il a expérimenté. Inévitablement, pour rester accroché à son lampadaire, les 3/4 du temps, le runner va décider d'utiliser l'amnésie. C'est « Ah ouais, un tel, il a fait ça. Ouais, mais non, j'ai pas entendu. Non. Ah, mais j'ai rien vu. Amnésie. Ah, j'ai pas vu, j'ai pas entendu. Ils sont parfaits. Je peux rester accroché à mon lampadaire? Non, mais j'ai tellement pas le choix. » Vous voyez, c'est ça. Et en fait, tous ces mécanismes-là, pourquoi? Parce que ça n'a pas été un choix du cœur, ça a été un choix stratège pour contourner une peur de manquer. J'ai compensé, j'ai utilisé, j'ai été stratège, et donc ça se retournera toujours contre moi. Toujours les mêmes règles du karma, voilà. Cette expérimentation lui permettra de voir qu'en fait, il avait mis un effet halo sur certaines caractéristiques de genre, quand les gens ils font ça, ça veut dire que, ah, c'est des gens bien. Voilà. Et il va vite détecter ces effets halo, et souvent il sera manipulé par ce même effet halo un peu dans tous les trucs, on va le tester là-dessus, pour qu'il lâche ses effets halo. Ça, c'est ok. J'ai encore un sujet à vous évoquer. J'ai eu beaucoup de questions où j'avais expliqué un peu sur tout ce qui était sexualité, masturbation, etc. Désolée, hein, voilà, je lance ça comme ça en vidéo. Et beaucoup de runners ne comprennent plus qu'est-ce qui est ok ou pas ok au regard des guides. J'ai eu beaucoup de questions là-dessus, donc je vais réexpliquer lentement avec des mots simples, clairs, nets, pour essayer de vous expliquer. Si j'avais mal expliqué la fois dernière, ou si vous n'avez pas compris, je réexplique. C'est important parce que je pense que parfois vous êtes dans des religions. Moi, j'ai des personnes qui viennent de plein de religions. Et dans certaines religions, on inculque que la masturbation, c'est sale, c'est pas validé par Dieu, c'est interdit.
On punit. Pas du tout, en fait. Pas du tout. C'est pas du tout cette thématique-là. On vous dit pas que vous n'avez pas le droit de vous masturber. De façon globale, la masturbation, on va le mettre dans le sexe, d'accord? La sexualité doit être une extension de l'amour. Imaginons, vous êtes loin de votre jumeau, vous pensez à lui, vous avez des envies, voilà, c'est ok. Ce qui est problématique, c'est quand je viens de m'engueuler avec ma mère, et comme je suis à cran, je suis chez ma mère, je vais aller m'enfermer dans les toilettes pour me masturber parce que, ah putain, c'est bon, ma crise est passée. Dans ce cas précis, c'est comme si vous aviez bu une bouteille de whisky. C'est de la compensation. C'est pas ok, ça. Autre exemple, vous êtes au travail, votre chef vient de vous péter les couilles, vous êtes à cran, vous partez aux toilettes pour vous masturber, pour vous calmer. C'est une compensation. Vous le faites pour vous calmer, pour gérer votre émotionnel. C'est comme si vous alliez fumer une clope, prendre un tranquillisant ou boire du whisky. C'est complètement hors de contexte. C'est pas votre chef qui vous fait fantasmer. Ceci dit, si vous êtes au boulot, dans un bureau où il y a 10 nanas, et vous avez tout le temps envie de queuter tout le monde, et que vous allez au... Ça aussi, c'est problématique. Est-ce que j'ai assez expliqué les choses? Voilà. Mais vous, runner, imaginons que vous tapiez votre karmika le soir en pensant à votre chaser, c'est de la trahison. C'est de la trahison. Pour que ça ne soit pas de la trahison, il faudrait que vous soyez franc avec votre karmika en disant « Écoute, tu me fais tellement pas bander que je suis obligée de penser à une autre femme. Voici la photo de la femme à qui je pense. Et en fait, je pense à elle quand je te... Voilà. » Alors, arrêtez de croire que vous rendez service à la personne en vous la tapant, alors vous pensez à une autre. Vous êtes dans l'hypocrisie, c'est de la fourberie. Vous essayez de trouver des excuses pour continuer à profiter du beurre et de l'argent du beurre et de cul de la crémière. C'est de la fourberie, tout ça, c'est pas ok. Voilà pour tout ça. J'ai assez expliqué les choses. Je pourrais pas tout parler, hein, j'ai trop de choses et je pourrais pas tout expliquer avant de partir en vacances. J'ai entendu une vidéo révision où en fait je devais lire des extraits de livres et je le fais pas. Donc je vais le commencer en rituel. Je vais chercher un cahier, je vais vous lire un extrait au hasard. Bon, il n'y a pas de hasard, hein, c'est tout simplement que je prends mon cahier. J'ai ouvert la page au hasard, il n'y a jamais de hasard, contraction, et on me demande de vous lire ce petit extrait. Peut-être qu'il y en aura plusieurs, on verra. Premier extrait, c'est dans l'instant présent que vous savez si vous avez emprunté les rails du bonheur ou pas. Pour le savoir, écoutez les sensations dans votre corps. Cela ne prend que quelques secondes. Ce que vous êtes en train de vivre vous apporte de la joie ou vous apporte de la fatigue? Êtes-vous en train de créer ou de tenir bon? Avez-vous une sensation de corps lourde, fermée ou légère et ouverte? Est-ce que vous ressentez du stress, de la colère, du rejet, une envie de fuir ou un sentiment de joie? Ce livre cet extrait est un extrait de l'effet miroir de Géraldine Bergon. Inévitablement, il ne faut pas comprendre ça en mode extrémiste, c'est-à-dire que n'oublions pas que, par exemple, vous êtes quelqu'un qui, vous ne voulez pas travailler, vous reprenez un travail et c'est inconfortable parce que j'ai plus l'habitude de travailler, c'est inconfortable,
Oui, inévitablement, vous allez être au début dans une sensation de corps fermé, lourde, vous êtes en stress, et pourtant, c'est important que vous travailliez dans votre vie. Donc, inévitablement, quand vous sortez de votre zone de confort, c'est pas la même chose. On va parler plutôt des moments que vous passez dans la vie. Par exemple, prenons une activité de danse ou sportive. Normalement, de la danse ou du sport, c'est une activité qui est censée vous faire plaisir. C'est pas censé, vous voyez. Donc essayez de regarder si peut-être qu'au début c'est par timidité, vous n'êtes pas à l'aise parce que vous connaissez personne. Mais normalement, très rapidement, la somme de la joie est censée monter en fait. C'est quelque chose qui ne va pas. Et de façon générale, dans votre vie, c'est tout ça qu'il faut regarder. Notamment dans votre vie de couple. Ou quand vous êtes dans votre belle famille. Ça fait écho à tout ce qu'on vient de dire. D'accord ? Deuxième extrait choisi, je fais au pif. Si l'agressivité nous accompagne au cours de notre évolution, elle fait aussi partie de notre caractère. Analysons une bonne bouteille de vin. Nous trouverons de l'alcool, de l'acide et des tanins. Des produits qui, pris séparément, seraient toxiques et imbuvables. Mais s'il venait à manquer dans cette composition, ça donnerait un vin plat et sans grande saveur. Il en va de même de notre caractère. Imaginez un camarade qui serait toujours d'accord avec vous, qui jamais ne vous contredirait. Non seulement vous le trouveriez bien plat et sans grand intérêt, mais surtout, vous n'auriez même aucun plaisir à vous positionner vis-à-vis de lui, qui, de toute façon, vous donnera raison. Le côté serpillière, oui, ça devient très lassant, il n'y a pas de côté pétillant avec une serpillière. On se fait vite chier. Et finalement, c'est peut-être vous que vous trouveriez plat et sans grande saveur. Bah oui, parce qu'au bout d'un moment, la vie devient monotone. Vous vous voyez comme un pantouflard. Vous êtes en train de vous éteindre. C'est peut-être bien dans sa capacité à me déranger que l'autre est intéressant. Dans sa capacité à me dire non et à ne pas me donner forcément tout ce que j'attends. De même que l'acide, l'alcool et les tanins du vin ouvrent mes papilles s'ils ont en quantité équilibrée. La confrontation avec l'autre m'oblige à être présent, à me positionner et à donner, sinon le meilleur de moi, au moins suffisamment pour être un bon interlocuteur. Et imaginez maintenant 2 bulles de savon. Elles existent distinctement, mais quand elles se rencontrent, là où les 2 bulles se touchent, elles ont une frontière commune, la frontière commune. L'autre, en s'autorisant à exister, me permet d'être à mon tour, et moi, en me positionnant, je permets à l'autre d'exister. Si je m'efface, pas de relation. Si j'envahis l'autre, pas plus encore. Et c'est dans la qualité des interactions que je trouverai la saveur de mon être. Cette bulle de savon, c'est ce que nous nommons le moi. Et cette frontière commune, c'est ce qu'on appelle la relation. Mais qu'est-ce que le moi ? Si nous posions cette question autour de nous, beaucoup seraient bien embêtés pour répondre. Certains iraient peut-être vers le corporel. Oui, alors moi, je pense que c'est ce qui se situe en dessous de ma peau. Ce qui est à l'extérieur et donc non moi. D'autres pourraient se tourner vers leur identité. Moi, c'est, par exemple, je suis français, je suis espagnol. Nous pouvons observer que souvent nous définissons notre moi par rapport à une frontière. Physiquement, la peau, identitairement, nos origines, le pays,
Et psychiquement, quelle pourrait être la frontière? Peut-être la capacité à dire non, à déranger l'autre. Une frontière est évidemment pas qu'une frontière, un contenu, une capacité à dire non, mais aussi une capacité à dire oui. Et existe-t-il? Bah oui, si on ne dit pas oui, il n'y a pas de relation non plus. C'est un combat, c'est toujours l'équilibre. Et existe-t-il plus belle frontière que l'autre? L'autre qui peut me dire oui et qui peut aussi me dire non. Qui m'impose une limite, me montrant une frontière à pas dépasser. L'autre est-elle une porte, ouverte ou fermée, que je pourrais ou non franchir selon mon désir et son agrément? Bah oui, il faut quand même, on n'impose pas les choses. Cette frontière ou cette porte ouverte ou fermée, je peux l'ouvrir, mais c'est selon son désir. Il faut quand même qu'il m'autorise à ouvrir cette porte. On ne peut pas forcer. Et la relation, c'est ça. Vous ne pouvez pas forcer une relation. Il faut quand même l'accord de l'autre. Parce que si on empiète trop l'espace de l'autre, c'est de l'abus de pouvoir. C'est pas une relation, ça. Celui qui dit toujours oui et ne sait pas dire non est comme deux encoignures dont on aurait ôté la porte. Un passage ouvert à tous les vents. De plus, dans une société où nous sommes avant tout des consommateurs, le non est perçu parfois comme une violence. Dire non, pourtant, c'est exister. Et exister, c'est prendre le risque d'être exclu. Récemment, une personne m'a donné un texte qu'elle aurait voulu que j'étudie. Je lui ai dit non. Je le fais mal parce qu'il n'y a pas d'intonation. Il a juste dit non, excusez-moi. Je lui ai dit non. Moi, je l'écris en grand, tous les noms du texte, mais il lui a juste dit non. Parce qu'une personne lui a demandé d'étudier un texte. C'est un psychothérapeute écrivain qui a écrit ça. Jean-Charles Bouchot. Donc, c'est pas parce qu'une personne lui demande d'étudier un texte que lui, il a le temps. Donc, il lui dit non. Et alors, elle m'a répondu, évidemment, on ne peut pas si bien écrire au sujet des pervers narcissiques sans l'être un peu soi-même. Pour cette personne, s'entendre dire non signalait déjà un symptôme pervers. Voilà. Elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait, elle était frustrée, donc elle est piquante. S'il existe une agressivité normale, c'est celle qui m'oblige à exister. S'il existe une violence toxique, c'est celle qui m'empêche d'exister. Et là, il n'a pas le droit d'exister. L'absence d'agressivité, comme l'excès de violence, ne permet pas la formation d'une frontière, parce que l'une est soumission et l'autre est envahissement. C'est un extrait de Jean-Charles Bouchot du livre Les violences invisibles. Je répète la dernière phrase. S'il existe une agressivité normale, c'est celle qui m'oblige à exister, puisque je suis obligée de me positionner, de débattre, d'argumenter, on communique, voilà. Et d'écouter mes besoins. Donc je suis en pleine, je suis connectée à moi, je dois exister, je suis connectée à mes besoins, est-ce que j'ai envie ou non, voilà, je suis obligée de réfléchir, de ne pas être un robot, bah non, ça ne m'arrange pas, voilà. Ça permet d'être ancré, ça oblige à être ancré. Mais s'il existe une violence toxique, c'est celle qui m'empêche d'exister. J'ai même pas le droit de dire non. L'absence d'agressivité, comme l'excès de violence, ne permet pas la formation d'une frontière. Parce que d'un côté, l'une est soumission et l'autre est envahissement. Très bon extrait choisi, je pense que vous avez à y méditer. Il n'y a pas que les runners qui sont incriminés là-dessus, les chasers sont à incriminer là-dessus. Parce que le chaser, dans sa dépendance affective, il peut être un peu tyrannique avec le runner. Ah, je veux et j'exige que tu me dises oui. Et du moment où le chaser apprend que tu es ma flamme jumelle, je veux avoir mon cadeau parce que moi je suis accro à toi. Donc je veux et j'exige d'avoir mon cadeau. Oui, mais l'autre, s'il n'en a pas envie. L'autre, s'il n'a pas envie de cette relation. Si l'autre n'a pas envie de vivre une relation avec vous, ben, il a le droit de dire non. Tant qu'il ne vous manipule pas pour que vous soyez son plan cul ou etc. ou qu'il vous fait des promesses à la mort moelle.
Mais si le runner dit non, qu'il ne veut pas de relation, qu'il est ferme, vous ne pouvez pas forcer. Et le déroulement de votre parcours est toujours en fonction de ce que vous avez à travailler. Si vous êtes quelqu'un qui est à fond dans une dépendance affective de malade et qui vous êtes à fond dans du forcing, parce que c'est ce que vous faisiez dans vos vies antérieures, on va vous coller un runner qui veut rien. Ça dépend de ce que vous avez à guérir. Et on va voir si vous continuez à vous accrocher et à vouloir forcer. Vous aurez toujours le runner qui se comportera en fonction de ce que vous avez à travailler. Par contre, chez Heure, soyez quand même respectueux. Si votre runner dit non, ben c'est non, ça sert à rien de forcer. Mettez-vous en retrait. Une relation se vit à deux. Vous avez plus vite vous lâcherez prise, plus vite vous saurez s'il y a une issue à votre parcours ou pas. Mais travaillez ce que vous avez à travailler, observez-vous surtout. Plutôt que de chercher à voir, regardez-vous comment vous êtes, comment vous vous comportez. Est-ce que vous êtes, dans votre façon d'agir, là, vous vous plaisez ou pas du tout? On sait, les chasers ont un profil d'attachement anxieux. Et l'anxieux, il s'accroche. Ça dépend des chasers, hein. Inévitablement, les chasers ont soit déjà commencé à travailler et ne sont pas des gens qui s'accrochent et étouffent comme une sangsue, etc. Mais il y en a, waouh, ils s'accrochent vachement, hein. Waouh, parfois je vous dis, respectez-vous, un peu d'ambition, quoi. Voilà. Donc voilà, j'espère que dans cette vidéo, vous auriez eu encore des compréhensions, notamment sur le côté fourberie, amnésie, et vous avez un peu tout ça à travailler. J'espère que ces vidéos vous plaisent dans cette formule-là. Les guides disent oui, mais eux, j'imagine que oui, eux, ça leur plaît, c'est eux qui drivent. Mais que vous aussi, ça vous plaît. Il y a déjà tellement des vidéos qui parlent de certaines théories. Je pense que c'est bien de mélanger un peu tout. Ça fait des rappels. Ça représente des trucs, des anecdotes. Il y a des trucs sur lesquels cogiter. C'est bien, voilà, hein, de tout explorer et de continuer à réfléchir. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée, à bientôt.